Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles », et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Bonjour chez vous, bienvenue pour cette nouvelle critique littéraire un petit peu spéciale puisqu'on va suivre le projet Femini Books initié par le carnet d'Opaline. Je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il s'agit tout simplement de parler de féminisme à travers la littérature. Hier nous avons eu l'excellente vidéo Design Natural Tales. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est parti les enfants. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir est une œuvre remarquable en tout point. L'autrice révolutionne par des constats historiques et philosophiques l'inégalité entre l'homme et la femme. Comme 1 plus 1 égale 2 et pas 11, Simone de Beauvoir décortique brillamment et analyse sous toutes les coutures l'oppression de la femme par l'homme. Anthropologiquement, l'autrice démontre que la femme, depuis la nuit des temps, est un être sexué. Pour l'homme, la femme est l'inessentiel en face de l'essentiel. L'homme est absolu, elle est l'autre. Elle tient une place secondaire dans le rôle de l'humanité. La différence morphologique entre l'homme et la femme est une évidence, mais elle n'explique en aucun cas le grand fossé des statuts et l'oppression que subissent les femmes. Sur le plan historique, l'autrice nous explique que l'exploitation des femmes était sous le joug des hommes forts. La force des hommes était un facteur important pour s'approprier le pouvoir et la sécurité de s'alimenter. Sans compter le massacre des petites filles, il suffit de regarder dans les livres, les films historiques pour s'apercevoir que les rois ne désiraient qu'une seule chose, un petit garçon pour reprendre les rênes du pouvoir. Les filles n'étaient que bonnes à marier. Autre exemple frappant, les hommes et la religion ont toujours refusé aux femmes, dans l'époque médiévale, l'accès à donner des soins, l'impossibilité de pratiquer la médecine sous peine de se faire conspuer comme une sorcière. C'est vers le XVIIIe siècle que les femmes pourront accéder à la médecine, mais uniquement en tant qu'infirmières. Bien sûr, les choses ont heureusement évolué dans ce domaine et se sont démocratisées, mais il existe encore des barrages, une volonté majeure des hommes à garder le pouvoir dans de nombreux domaines. Historiquement, l'homme a su se construire des projets de toutes sortes qui l'ont amené au pouvoir et la femme n'a été que contrainte à reproduire un schéma répétitif et très peu créatif. Si l'on se penche par exemple sur les célèbres femmes peintres depuis l'Antiquité, elles ont été marginalisées. Je cite un extrait de Wikipédia, pendant la Renaissance, les règlements des corporations et les coutumes en général n'autorisent pas les femmes à diriger un atelier. La reconnaissance du talent des femmes est plus difficile encore que l'accession au métier. De nombreux peintres enseigneront leur art à leurs filles qui seront des assistantes parfois très précieuses mais ne pourront accéder à un statut de maître.
Fermez les guillemets. L'histoire démontre que les hommes ont toujours détenu les pouvoirs concrets. La femme reste dépendante de l'homme depuis les premiers temps du patriarcat. De nombreuses femmes du monde entier se sont révoltées à travers plusieurs ouvrages célèbres, mais cette révolte n'est pas suffisante pour faire changer les mentalités. Dans une interview de 1975, Simone de Beauvoir explique très bien que la condition de la femme ne pourra s'améliorer que si elle s'arrête de se résigner, de se soumettre à une passivité qui les désavantagera toujours face aux hommes. Pour cela, il faut se pencher sur la petite enfance et remettre à égalité les deux sexes sur le même plan. Pour Simone de Beauvoir, c'est en grande partie à cause des mères que se joue la base de cette discrimination. Le petit garçon peut s'amuser à s'exhiber fièrement, avoir l'esprit d'initiative, de dépendance ou d'insolence, alors que la petite fille doit rester en retrait, se cacher. Les femmes entretiennent la tradition et leur seul souci, c'est que la petite fille soit bien féminine, mais tout cela est la cause directe de la pression des hommes. Les hommes qui ont enseigné à l'ensemble des femmes à être dépendantes, passives, soumises et effacées. Les différences biologiques, grossesse, allaitement, menstruation, contribuent à la différence homme-femme, mais ne sauraient justifier la hiérarchie homme-femme. La biologie et l'histoire sont toujours interprétées d'un point de vue partial, celui de l'homme. Pour Simone de Beauvoir, la femme ne doit plus être la femme ménagère à temps plein, une tâche ingrate non rémunérée qui doit impérativement être partagée au sein du couple. La femme doit aussi être indépendante financièrement afin d'assurer sa protection sociale. Les voix des mères au foyer vont s'élever, mais il est vrai que pour être mère au foyer, il faut qu'elles soient dépendantes financièrement de leur mari. Les conséquences d'une séparation seraient donc désastreuses pour ces femmes. Pour étudier l'œuvre de Beauvoir dans son intégralité, il faudrait des heures d'analyse et le but est ici de vulgariser et de comprendre la substantifique moelle de l'œuvre. Le féminisme, c'est quoi ? Selon mon ami Izzy Louen, le féminisme, c'est comprendre qu'il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes. Il y a presque autant de féminisme que de femmes sur la planète. Cependant, cette compréhension s'accompagne souvent du profond rejet du féminisme bien blanc et bien propre sur lui. On entend par féminisme blanc le féminisme qui ne tient pas compte des autres oppressions, comme le racisme, mais également celui qui est mainstream, à savoir celui qui est obsédé par le maquillage, les talons, l'épilation, bref qui met l'étiquette féminisme tout en ne risquant surtout pas de bousculer l'ordre établi. C'est aussi celui qui va dire que ce n'est pas féministe de se balader seins nus ou faire une photo avec un bout de sein visible. Coucou Emma Watson. Ou qui va venir dire que la colère ce n'est pas bien. Ou que tous les hommes ne sont pas le fruit d'une construction sociétale et n'ont pas le moindre once de sexisme intégré. Le féminisme, c'est croire d'abord et avant tout en l'égalité des femmes et des hommes en prenant l'égalité de fait, sans oublier ce qu'est le féminisme et sans le remplacer par humanisme ou égalitarisme, car ce sont principalement les femmes qui sont opprimées. Le féminisme, c'est accepter d'être en colère. L'un des reproches perpétuels lancés aux féministes est la colère qui dessert la cause. Je parle de colère, mais on peut la remplacer par toutes les émotions qui sont extérieures à la douceur, la délicatesse. Bref, qui brise l'image de la femme gentille et soumise qui est attendue. Être en colère est normal. Aucune révolte ne s'est déroulée à coups de petits fours et de demandes susurrées. Le féminisme, c'est accepter de ne plus jamais voir le monde comme avant. Il y a une analogie fort judicieuse qui circule parfois sur la toile, celle de la pilule bleue ou de la pilule rouge. Dilemme proposé par Morpheus à Neo dans Matrix. Quand on met un pied dans le féminisme, le monde change et le sexisme s'éclaire comme des plombs lors d'une radio. Le féminisme, c'est de décider pour soi-même des rôles qui nous conviennent. Depuis leur plus jeune âge, les femmes sont assommées par les représentations sociétales inhérentes au rôle qui, entre guillemets, doit être le leur. Le féminisme passe d'abord par la déconstruction. L'idée est de parvenir à des choix qui leur sont propres et non dictés par la société.
par exemple le maquillage. Il devient alors important de savoir si les femmes se maquillent pour elles-mêmes ou parce que la société l'exige. S'ouvrir à un monde que l'on ne voyait pas avant, mettre un pied dans le féminisme, c'est de renseigner et découvrir que les problématiques sont à la fois plus profondes et complexes. Par exemple, la taille des poches des jeans. La question semble ridicule, mais en ayant des poches plus petites, les femmes sont obligées d'avoir des sacs qui les ralentissent et les rendent plus vulnérables. Bon nombre de problématiques ont un abord inutile avant de se révéler plus nébuleuses une fois le vernis, entre guillemets, frivole, retiré. Le féminisme, c'est de se confronter à la violence. Le monde est violent, c'est un fait. Cependant, il est encore plus violent avec les féministes. Le harcèlement en ligne, les insultes, les menaces sont légion. Même si les féminismes n'ont pas les mêmes points de vue, on finit toujours par trouver des groupes avec qui trouver du soutien, de l'écoute, du courage. Cependant, ces sororités peuvent à la fois être une bénédiction et une malédiction qui conduit parfois à remplacer une pression par une autre. Le féminisme, c'est apprendre des notions nouvelles. Slut-shaming, intersectionnel, mansplaining, manspreading, genre, etc. Les notions sont multiples et parfois complexes à appréhender et qui demandent un important travail sur soi, notamment en termes d'ouverture vers les autres. Le féminisme, c'est prendre confiance en soi, parce qu'en prenant part à la lutte féministe, cela sous-entend de se mettre en avant, d'argumenter avec conviction. Le féminisme, c'est choisir ses combats. Les domaines auxquels se rattachent les féminismes sont vastes et nombreux. Il est souvent impossible de lutter sur tous les fronts avec une passion égale. Choisir ses combats ne sous-entend pas un abandon des autres luttes et l'ignorance de ces dernières, IVG, prostitution, langage, harcèlement, agression, etc. Les exemples ne manquent pas. Dernièrement, l'un des combats faisant le plus de bruit étant au sujet de la féminisation du vocabulaire jugé entre guillemets inutile par bon nombre de personnes. J'espère que les choses iront plus vite, mais très sincèrement, je pense que le féminisme sera accepté dans la pensée collective dans un siècle. Feminibooks continue avec demain, avec l'excellente chaîne de Julien, l'Instant Lecture, Confession d'un gang de filles. Un petit mot avant de partir, abat le conservatisme et vive la modernité. Bonjour chez vous.